Vous souhaitez m'encourager à continuer ce podcast? Alors n'hésitez plus. Allez sur iTunes, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire d'encouragement. Merci. Si je peux passer ça, En parler, ça voilà. sera Pas plus mal. Voilà. Ok. Voilà. Ok, bon, je vais faire de toute façon, avec le montage, on va pouvoir faire pas mal de choses. J'enregistre déjà mon intro. Bienvenue dans les entretiens, restez dans le flow. Le podcast d'une MeToo où l'on se raconte et partage avec des invités, des professionnels, des parcours de vie, des résiliences. Bonjour Aurore. Bonjour. À la fois docteur en neurosciences et sexologue, vous menez des recherches sur les prises de décision autour de la sexualité, sur la contraception et les représentations autour de ces thématiques. Je vous ai découverte lors du dernier TEDx Women à Paris et évidemment, vous m'avez tapé dans le cerveau gauche ou droit. Et ça, c'est un petit joke, je pense que nous pourrons y revenir. Vous avez des choses à dire sur le sujet. Tout à fait. Votre intervention « Comment les neurosciences peuvent nous aider à dépasser le sexisme » portait sur les choix binaires dont on doit pouvoir s'extraire. Vous m'avez interpellée parce que vous prenez la réconciliation entre le corps et l'esprit. Et je ne pouvais qu'être touchée par cela, moi qui pendant des années ai vécu avec des difficultés à réconcilier mon corps et mon esprit. Vous m'avez touchée aussi parce qu'en 2019, on en est encore à vivre dans une société qui estime que certaines activités, certains choix de vie ne sont pas proposés aux femmes parce que le corps serait féminin, tandis que l'esprit, l'âme, serait la propriété du masculin. Or, vous avez démontré que l'on pouvait passer du « ou » au « et ». Vous êtes une femme neuroscientifique qui s'est formée en double cursus biologie et psychologie, et vous êtes sexologue en plus d'être neuroscientifique. Alors avant que nous ne nous intéressions à un sujet qui vous tient particulièrement à cœur et que nous allons aborder aujourd'hui, les liens troubles alimentaires et violences sexuelles, pouvez-vous me dire quelques mots sur votre parcours et votre monde trop binaire au goût des femmes et des hommes féministes? Voilà, histoire que cela donne envie aux jeunes filles qui nous écoutent, moi qui suis maman d'une ado de 17 ans. Alors, sur mon parcours, vous l'avez très bien résumé. Comme justement, donc j'en parlais dans la conférence TED, je m'étais justement rendu compte que les choix de cursus, en fait, sont relativement sexisés. Je ne suis pas la seule à le dire, qu'il y a les filières scientifiques qui sont majoritairement pour les hommes, les filières plutôt littéraires, plutôt sciences humaines, plutôt pour les femmes. Donc pour moi, ça avait été vraiment le début de quelque chose, même si à l'époque, j'avais pas du tout les mots pour et c'est resté dans un coin de ma tête. Qu'est-ce qu'on peut dire justement pour des jeunes filles? Je dirais en fait qu'il faut s'en foutre, pardon, mais voilà, vraiment pas penser comme ça et penser vraiment... moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'est de me dire, moi, j'ai envie de faire ça et de rester très butée Sur cette idée. sur cette idée-là. Ouais, j'ai vraiment, je l'avoue et je le revendique, j'ai été très têtue, très butée et comme je le disais aussi lors de la conférence TED, j'ai eu un professeur qui m'a dit pourquoi vous faites un double cursus en psycho? Si je l'avais su, je vous aurais pas accepté dans un master de neurosciences. C'est complètement aberrant. Surtout, c'est d'autant plus aberrant que dans ce master, j'avais de la physiologie végétale. En quoi, moi, mon profil et mon parcours est incohérent puisque je veux faire des neurosciences cognitives. Donc voilà, donc ça a été tout un truc comme ça, un parcours relativement haché où moi j'étais, pas dire en crise tous les ans, mais il y avait vraiment une Obligée question de vous battre à chaque voilà, fois. obligée de me battre, obligée de vraiment de me remettre en question et de me dire, voilà, moi c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me fait vibrer, point. Voilà, et je dirais justement peut-être, alors même si je suis très féministe et très engagée justement avec l'étude que j'ai faite, dont on va parler après de manière bénévole, donc j'ai vraiment un engagement féministe, je dirais que pour les jeunes filles, il faut se battre pour ce qu'on sent être juste et vraiment pas penser à la société, Au système. au système, voilà. Et même, j'ai presque envie de dire, pas trop penser aux autres femmes. Parce que c'est des choses que j'entends beaucoup chez les jeunes, de dire, faut être féministe, faut être machin, etc. Et
Encore une fois, ça fait que les femmes ne pensent pas à elles et à ce qui, elles, les fait vibrer. Elles peuvent aimer, donc d'un point de vue sexuel ou d'un point de vue autre, en fait. Et je dirais, bon, on peut, encore une fois, faire du et, être féministe, se battre pour les droits des femmes, mais aimer des choses qui sont un peu en contradiction avec ça. En tout cas, qui aujourd'hui correspondent plus à un secteur dit masculin. Voilà. Et surreprésenté par les hommes. Voilà. Plutôt que les femmes, alors que ça n'a pas lieu d'être. Voilà. Ce n'est pas une question de force physique, j'entends par là, de différence physiologique entre les hommes et les femmes. C'est quand même assez incroyable pour moi, je trouve, qui voit les années défiler, enfin comme tout un chacun, et de repenser à moi lorsque j'avais 17 ans, 20 ans, en tout cas l'âge de ma fille, et de constater qu'en 20 ans, qui est court et en même temps relativement long, que peu de choses ont changé. Alors moi je dirais que ça a changé sur certaines choses et pas sur d'autres. Justement, typiquement la question des violences, il y a 20 ans c'était encore plus tabou que maintenant. Maintenant il y a eu MeToo, il y a eu un vrai travail. C'est relativement récent tout de même. C'est relativement récent, mais il y a eu un vrai travail des féministes. Donc justement pour une étude, j'ai travaillé avec le collectif féministe contre le viol qui sont là depuis les années 80. Et pour moi, MeToo, l'affaire Weinstein, c'est l'aboutissement de tout un travail sociétal qui a été fait par des féministes qui se sont battues. Et pour l'enquête dont on va parler tout à l'heure, moi j'ai vraiment vu un pic d'appel après MeToo à la permanence de viol femmes information. Donc pour moi, il y a vraiment, on parle beaucoup plus maintenant des violences, tout n'est pas résolu. Ce serait... Je pense qu'on a quelques décennies devant nous. Avant. Certainement même un peu plus, mais il y a quand même du travail qui a été fait. Et mais il n'a pas été fait partout, parce qu'on ne peut pas être toujours sur tous les fronts. Mais en tout cas, on va dire sur des classes au moins un peu plus favorisées. Je trouve que les jeunes générations ont un regard quand même beaucoup plus aigu sur les questions d'égalité. Plus incisif. Voilà, plus incisif. Ils vont moins laisser passer des comportements sexistes, tout simplement. Et c'est une très bonne chose. Donc moi, en tant que sexologue, je suis aussi amenée à travailler avec des personnes de la communauté LGBT. Pour moi, c'est un aspect très important de mon travail. On a eu le mariage gay. Il y a quand même eu de grandes avancées de ce côté-là. Donc, bon, voilà, c'est pour ça. Donc, on n'est pas arrivé à l'idéal, mais il y a quand même des choses qui sont faites. Et justement, pour revenir avec le travail du collectif féministe contre le viol dont on parlera tout à l'heure, elles offrent des cours pour des professionnels. Donc, je me suis aussi formée avec elles pour approfondir ma pratique en sexologie. J'ai eu le bonheur de voir que lors de ces formations, il y avait des policiers et des policières qui venaient se former pour être capables de prendre mieux en charge des femmes victimes qui venaient déposer plainte. Et donc ça, je trouve que c'est extrêmement... Ça, c'est un grand pas. C'est un très très grand pas. Et pour moi qui n'ai jamais porté plainte, et je l'assume complètement, j'aurais pu le faire quand j'avais 18 ans, je ne l'ai pas fait, ça a été une des raisons. Et c'est une des raisons pour laquelle beaucoup de femmes le font pas, et de dire ok, on sait très bien que c'est pas encore l'idéal partout, mais de voir que ça change, de pouvoir discuter aussi avec ces personnes qui nous disent mais écoutez, en fait, on est quand même beaucoup à être demandeurs, mais pour des raisons d'emploi du temps, pour des raisons de restrictions budgétaires, pour des restrictions de blablabla, en fait, il y avait une personne du service qui pouvait venir. C'est quand même relativement peu. Mais voilà, si on voit le verre à moitié plein, c'est un début et on voit le verre à moitié plein. Je suis une des adeptes du verre à moitié plein et non pas à moitié vide, sinon on ne fait rien. Exactement. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent et c'est très bien. Donc comme vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, en parlant de l'association, on en a parlé, on a échangé par téléphone pour préparer notre rencontre. Vous avez à cœur de parler des troubles alimentaires et des violences sexuelles, car vous travaillez en collaboration avec le collectif féministe contre le viol, le pôle nutrition du CHU de Reims et l'association Le Regard du Miroir. C'est vrai que c'est quelque chose que moi je n'ai pas connu, bien qu'enfant on me répétait à longueur de temps que j'étais maigre comme un clou et que je ne mangeais rien. Alors fort heureusement, malgré les viols que j'ai subis, je n'ai pas développé de troubles alimentaires, mais comment cela se fait-il ? Qu'est-ce qui, dans vos recherches, vous mène à penser qu'il y aurait un lien entre les viols et la boulimie, par exemple ? Alors, pour raconter un peu l'histoire de comment s'est passée la création de cette étude, en fait, quand moi je suis dans le cadre de mes formations au collectif, je me suis dit c'est génial, elles font plein de trucs super. J'ai pu voir un peu l'arrière du décor et elles ont des archives, des appels qui sont anonymes des victimes. Elles le disent d'ailleurs très clairement, comme c'est évidemment complètement anonymisé, on peut faire des études comme ça sans mettre
en aucune manière les victimes en danger et du coup elle collabore avec beaucoup d'académiques. Et j'ai pu rencontrer donc la présidente qui s'appelle Dr Emmanuelle Piette, qui est en plus très investie dans la protection des mineurs. Et donc en gros voilà, moi en venant de la recherche, j'ai vu ce truc d'archives et cette quantité de données, je me suis dit oh mon Dieu, c'est génial, il y a plein de trucs à faire. En discutant avec elle, elle m'a dit, en gros, va regarder les derniers appels. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, les fiches que j'ai tirées un peu au hasard, j'ai eu beaucoup de personnes qui présentaient des troubles alimentaires. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé en fait en neurosciences sur les questions de la mémoire. J'ai fait ma thèse sur les mécanismes de récupération des souvenirs. Et à la base, je suis presque plus allée en pensant comme ça. Et puis j'ai eu ce truc-là qui est sorti. Et en même temps, en sexo, on sait très bien qu'il y a des liens entre sexualité et alimentation, mais il y a très peu de données scientifiques. En fait, c'est des liens qui sont théoriques parce que, en gros, toutes les sociétés humaines, depuis 42 000 ans que la civilisation humaine, enfin que les premières civilisations datent de 42 000 ans, il y a toujours eu des restrictions sur les comportements qui nous rattachent à l'animal, c'est-à-dire les comportements sexuels et les comportements alimentaires. Donc il y a des interdictions, on mange pas n'importe quoi, il faut manger kasher, il faut manger halal, il faut pas manger ci, il faut manger ci à telle fête, etc. Et on ne fait pas l'amour n'importe comment. Et en gros, moi c'est quelque chose qui était resté dans un coin de ma tête. Et en fait, quand je suis arrivée là, je me dis, mais enfin, une porte d'entrée pour pouvoir étudier ça. Donc voilà, donc moi j'arrive, je discute de ça avec les personnes du CFCV, elles me disent, mais écoute, c'est génial, on a Delphine Bernard-Wallendorf qui travaille avec le professeur Bertin au pôle nutrition du CHU de Reims. Delphine est absolument géniale, elle a monté une super association qui s'appelle Le Regard du Miroir, où elle va prendre en charge des personnes qui ont des troubles alimentaires. Et elle est très sensibilisée à la question des violences, et le professeur Bertin aussi. Je vous mets en contact. Voilà, en gros, j'ai eu Delphine au téléphone, le contact est très bien passé, c'est une thérapeute absolument géniale, enfin bon, voilà. C'est comme ça qu'est née cette collaboration, et du coup, moi, c'est comme ça que j'ai mis le pied dedans, puisque je suis pas nutritionniste à la base, donc j'ai fait des études, j'ai eu de la physiologie, évidemment, mais c'est pas c'était pas du tout mon fer de lance. Secteur. Voilà, à la base. Et là, j'ai mis le nez dans la littérature. Il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que il y a eu quand même pas mal de recherches qui sont sorties de manière indépendante, de pays indépendants, de laboratoires indépendants, qui montrent qu'en fait, ils sont tous sur la même ligne pour dire qu'il y a à peu près un tiers des troubles alimentaires qui sont liés à des violences sexuelles. Un tiers, c'est énorme. C'est énorme, majoritairement des violences sexuelles dans l'enfance. Et c'est exactement ce que me disait Delphine, c'est exactement ce que me disait le professeur Bertin, donc enfin voilà, donc il y a vraiment quelque chose à faire en place, et eux qui sont spécialisés sur la question des troubles alimentaires, si un jour vous avez l'occasion de les avoir dans le podcast, j'espère bien, je vous les recommande vraiment chaudement parce qu'ils font vraiment un travail absolument super, pourront vous témoigner de dire que ça peut être parfois très compliqué de prendre en charge des victimes qui ont réellement besoin de ce type d'attention particulière, et les recherches d'ailleurs qui sont portées sur la prise en charge des personnes victimes de violences sexuelles développant des troubles alimentaires sont tous unanimes en disant que en fait, comme la cause est très différente des autres, les méthodes ne vont pas marcher pour ces patients-là, voilà. Et donc du coup, ça pose un souci. En gros, là, moi, mon étude a été de prendre en fait le pendant, de pas regarder au niveau des troubles alimentaires combien de personnes ont eu des violences sexuelles, ont été victimes de violences sexuelles, et de regarder avec les données du CFCV combien de personnes ayant été victimes de violences sexuelles, combien déclarent spontanément de celles qui appellent des troubles alimentaires. Ça s'est fait sur une période assez longue, assez courte. Moi j'ai regardé, alors l'étude est encore en cours, je suis en train de la finir, il y a déjà une première version qui est sortie sur le bulletin de décembre du collectif féministe contre le viol. Donc moi j'ai regardé les rapports des appels sur les 4 dernières années, 4 ans et demi exactement. Et en gros, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a à peu près 3,5% des appels dont les personnes vont déclarer spontanément avoir des troubles alimentaires. Donc on est en sous-estimation de toute façon, puisque toutes les personnes victimes de violences ne vont pas appeler la plateforme, et toutes les personnes ne vont pas déclarer avoir des troubles alimentaires. Et je peux aussi confirmer que j'ai 75% de personnes qui étaient mineures au moment des faits. Ce qui est quand même énorme. Dramatiquement énorme. Dramatiquement énorme. Compte tenu du fait qu'évidemment, ce n'est qu'un infime pourcentage de la réalité, très certainement. Voilà. En tout cas pour la France. Voilà, en tout cas pour la France, exactement.
Du coup, est-ce que vous pouvez dire sur quoi va déboucher finalement la fin de cette recherche? Alors, le but est vraiment de le publier et de le diffuser le plus massivement possible auprès des personnels de santé qui vont être en charge, soit avec des violences, soit avec des personnes ayant des troubles alimentaires, pour garder à l'esprit que, encore une fois, dans la littérature, il y a quand même un gros faisceau d'évidence qui montre qu'on retombe beaucoup sur le chiffre d'un tiers. De 30%, c'est entre un quart et un tiers à peu près dans les chiffres, mais c'est quand même massif en fait. Oui, mais du coup, de mettre plus de moyens financiers pour que ce public-là, qui a trait à des problématiques alimentaires, soit écouté différemment de personnes qui, elles, n'auraient pas subi de violence pendant leur enfance. Alors, d'un point de vue financier, moi, je fais pas de la politique, donc ça va être très difficile, mais au moins d'aller sensibiliser simplement des professionnels. Tous les professionnels de santé, on le sait, ne sont pas formés à recevoir la parole des personnes victimes de violences sexuelles. Je comprends aussi très bien que tout le monde n'en ait pas envie, ne s'en sente pas les épaules, parce qu'en effet, ça peut être lourd. Bien sûr. On peut ne pas savoir, voilà. Et le but, il est aussi de dire, voilà, il y a aussi d'autres choses qui existent. Ayez cette petite voix dans votre esprit qui vous dit, voilà, il se passe ça, peut-être que la personne a vécu des violences sexuelles. Si vous ne vous en sentez pas capable, il y a des personnes vous pouvez passer la main, vous n'êtes pas seul non plus, parce que c'est aussi un problème, je pense, pour beaucoup de professionnels de santé, de juste pas savoir comment gérer ça, parce que ce ne sont pas des choses auxquelles ils sont simplement formés dans leur cursus. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'en plus, je me suis toujours fait la remarque que, évidemment, le nombre réel de personnes qui ont vécu ce genre de violence et de traumatisme sexuel pendant l'enfance, dont moi, il y en a certains qui sont justement, qui font partie du monde des aidants, si je puis dire, quel que soit le domaine, et qui du coup ne sont pas forcément prêts, vont vraiment s'occuper des autres, pas d'eux-mêmes, mais sur un autre plan, et pas celui-ci. Ils ne sont pas prêts à entendre un discours ou un contenu qui touche aux violences sexuelles. Oui, et c'est tout à fait leur droit, et c'est quelque chose qui, je pense, doit être absolument à respecter. Et, mais voilà, du coup, il faut aussi leur proposer des alternatives. Et, tout à fait, de pouvoir passer le relais. Exactement. Il y avait un autre sujet qui m'intéressait d'aborder parce que j'étais absolument pas au courant, je suis tombée dessus par hasard en travaillant sur ce podcast, quand j'ai découvert la vidéo, ou en tout cas l'un des extraits d'une émission dans laquelle la présentatrice Flavie Flament est passée. Je savais qu'elle avait témoigné effectivement, mais voilà, j'étais pas allée plus avant. Et en fait, je suis tombée sur cette histoire d'hippocampe qui du coup ne se développe pas correctement sur les personnes qui ont subi un traumatisme pendant l'enfance. J'ai été très étonnée, je me suis dit, bon sang, et moi, finalement, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est lié ou pas à des problèmes de mémoire que j'ai vécu pendant l'enfance? Est-ce que j'aurais pu avoir plus d'écoute et mettre en place plus de processus pour récupérer cette mémoire? Voilà, je me suis posé les questions, et est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous avez travaillé ou allé travailler dessus? Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est cette histoire d'hippocampe? Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que donc l'hippocampe, donc on en a deux, un dans chaque hémisphère, et ce sont des régions qui sont les centres de la mémoire. Donc c'est eux qui vont stocker les souvenirs et être un petit peu un carrefour de l'archivage des souvenirs. Et donc c'est très intéressant parce qu'ils encodent les souvenirs, mais ils encodent aussi une partie de notre mémoire spatiale. Donc de savoir où est-ce qu'on range nos affaires, pouvoir se déplacer dans une ville, dans un environnement, voilà. Ah d'accord. Donc, ce qui est très drôle parce que je ne me perds jamais, moi. Donc j'ai peut-être bien un hippocampe qui a pris toute sa place, au moins d'un côté, oui, je sais pas. Oui, alors c'est pas apparemment, on sait que ce ne sont en fait pas les mêmes parties de l'hippocampe qui sont importantes pour les souvenirs personnels et ceux qui sont plus impliqués dans les représentations de l'espace. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que il y a aussi une question de volume de l'hippocampe. Par exemple, il y a une très grande étude très connue des taxis londoniens où en fait une équipe de recherche donc anglaise a mis des chauffeurs de taxi dans un IRM et des personnes non conducteurs de taxi, et ils se sont aperçus qu'en effet la partie de l'hippocampe qui code pour la représentation spatiale est beaucoup plus volumineuse chez les chauffeurs de taxi que chez les non-chauffeurs de taxi. Donc la question de l'hippocampe, voilà, c'est en gros une structure très très importante pour la formation, la récupération des souvenirs.
Ce qui se passe, c'est que cette structure, elle est très intéressante d'un point de vue évolutif. En fait, c'est pas du cortex comme ce qui est sur le dessus du crâne, c'est ce qu'on appelle de l'archicortex. C'est un cortex un petit peu archaïque, un petit peu différent, qui est replié et qui se trouve vraiment entre le système cortical et les zones non corticales qu'on appellerait plutôt le système limbique. Donc ça fait qu'elle a vraiment une structure anatomique et très particulière entre des zones qui vont être plus dédiées à un traitement qu'on va appeler cognitif, de réflexion, de raisonnement, etc. et des zones qui vont avoir un traitement des informations beaucoup plus brutes, je dirais, comme réagir à des émotions ou des traitements hormonaux ou de voilà. Et en plus de ça, il s'avère que cette structure est extrêmement sensible à des réductions d'oxygène. Réductions d'oxygène qui peuvent amener à, soit quand on a subi un choc, à des hyperventilations ou des hypoventilations ou à des stress qui sont liés à un événement traumatique. D'accord, par exemple, quand on est enfant, si j'y repense, si on retient notre respiration pendant l'acte, ou qu'on respire beaucoup moins bien, beaucoup moins vite. Voilà, ça va être affecté, mais aussi juste un stress très très fort. D'accord, sans parler de respiration, sans le parler fait de de respiration, stresser. un stress très important comme on peut avoir lors d'un traumatisme. Donc là j'y pense parce qu'il y a eu une explosion de gaz ce week-end à Paris. C'est un stress énorme, le cerveau va l'enregistrer et va y avoir une réaction biochimique qui va impliquer le cerveau et qui peut atteindre les hippocampes. En gros, sachant ça, c'est quelque chose qu'on sait en fait depuis très longtemps dans la littérature, que les personnes ayant vécu n'importe quel type de trauma vont avoir, il y a une corrélation entre le volume de l'hippocampe et le fait d'avoir vécu un trauma. Mais ça peut être un trauma de guerre, comme ça peut être un trauma sexuel. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc de base à bien comprendre. Évidemment, chez des personnes qui sont victimes de violences, et notamment de violences répétées, l'hippocampe est soumis à une rude épreuve biochimique, on le sait très bien. Sachant ça, il y a aussi d'autres choses qui amènent évidemment des problèmes de mémoire. On sait bien maintenant, c'est bien documenté. Bon, je renvoie tout le monde aux travaux assez connus maintenant de la psychiatre Madame Salmona, qui a beaucoup travaillé sur mémoire traumatique, etc., qui explique ça très très bien, que en fait, puisque l'hippocampe va être détérioré, on va avoir typiquement les trous noirs. On va avoir beaucoup de victimes. Moi, j'ai beaucoup vu ça dans mon étude, des récits de victimes qui disent, voilà, ça a commencé comme ça après le noir. Je me rappelle m'être réveillée le lendemain. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est un cas typique. L'hippocampe, il a fait bloc, on bloque. Voilà. Ça peut être aussi, il y a aussi des choses qui vont être, des conséquences. Les conséquences, ça va être aussi que énormément de victimes vont présenter des troubles du sommeil. Quelque chose qu'on connaît tous très très bien. Toutes les victimes de choc post-traumatique, peu importe le trauma d'ailleurs, vont avoir des problèmes de sommeil. En fait, lors du sommeil, les hippocampes vont rejouer ce qu'on a vécu dans la journée. C'est ce qui permet la mémorisation. Et c'est lors du sommeil paradoxal, du sommeil profond, où les neurones vont rejouer la séquence d'événements. Si on n'arrive pas à rentrer dans cette phase de sommeil, qu'on est réveillé parce qu'on fait des cauchemars, l'enregistrement ne se fait pas correctement, du coup on a des problèmes de sommeil. Donc, typiquement, des troubles de concentration sont aussi liés à ça, les troubles d'apprentissage pour des personnes qui sont étudiantes, C'est plus des conséquences d'un manque de sommeil qui entraîne un manque de concentration. D'un manque de sommeil qui empêche un mécanisme physiologique qui permet l'encodage du souvenir. D'accord. Voilà, qui empêche un bon fonctionnement de l'hippocampe, qui fait qu'en fait, il y a un problème de mémoire qu'on retrouve chez les victimes. Donc ça, c'est la première chose. Concernant la question du volume, donc c'est quelque chose en effet qui est très connu donc dans la littérature. Ça a été d'ailleurs beaucoup rapproché aux questions de refoulement freudien. Donc Freud disait que notre cerveau refoulé, ça a été évidemment à l'époque, puisque ça a été connu il y a assez longtemps, et dès qu'il y a eu en fait des imageries, il y a eu beaucoup d'expériences pendant la guerre, évidemment avec les soldats. On connaît assez bien en fait les réponses au traumatisme grâce aux recherches israéliennes, mais aussi grâce aux soldats du Vietnam. Donc en fait, dès qu'il y a eu des IRM, on a mis des soldats dedans. Donc en fait, c'est des choses qu'on connaît assez bien. Et à l'époque, la psychanalyse avait encore un gros poids et ça a été une des premières preuves du refoulement freudien. Donc en effet, le cerveau, on peut aussi dire que comme il y a un blocage de protection aussi par le mécanisme de sidération de la psyché pour éviter d'encoder des souvenirs qui sont trop douloureux, ça se rapprocherait justement du refoulement freudien. Après, il y a aussi la question de, comme vous l'avez dit,
Est-ce que moi aussi, j'ai un plus petit hippocampe, etc. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Déjà, là, pour l'instant, au niveau du volume, ce qu'on a, c'est une corrélation. Corrélation, c'est juste de dire, on a cette donnée-là, et elles sont tout le temps ensemble. Est-ce que l'une est la cause de l'autre ou est-ce que, en fait, c'est l'histoire de l'œuf ou la poule? Donc ça, c'est une grande question et justement, en 2002, il y a une étude qui est sortie, une expérience avec des jumeaux. Il a été montré, pour des raisons XYZ, il y avait 2 jumeaux qui avaient des hippocampes un peu différents. Et celui qui avait un hippocampe un peu différent, qui était un peu plus petit, il allait plus développer de PTSD, donc de syndrome de choc post-traumatique, que celui qui avait un hippocampe un petit peu plus grand. Mais la question se pose, c'est que en fait, si on regarde bien les données de la littérature, en gros, ce que montre la taille de l'hippocampe, elle serait plutôt corrélée à l'apparition d'un syndrome post-traumatique ou pas. À l'état de souffrance. À l'état de souffrance ou pas. Et il semblerait que les personnes qui ont un plus petit hippocampe vont être, pour le faire un petit peu rapidement, un peu moins résilientes, vont développer plus facilement un syndrome post-traumatique que les autres. Enfin, ou en tout cas, ont plus de chances d'eux. Donc c'est plus la question de l'œuf ou de la poule. Voilà, c'est une hypothèse de la littérature qui est aussi à creuser, aussi intéressante. Et ça, pour l'instant, en neurosciences, donc voilà, on a parlé du cerveau droit et du cerveau gauche tout à l'heure et avant l'enregistrement. Il y a beaucoup de choses qui circulent actuellement en neurosciences. Il n'y a pas de cerveau droit et de cerveau gauche. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, une toute petite partie de notre cerveau qui est différente à droite ou à gauche. Ces zones-là vont être dédiées au langage et ces mêmes zones à droite vont être dédiées à la musique. Et de là, il y a l'idée d'avoir 2 cerveaux complètement différents, alors qu'en fait, c'est des zones grandes, même pas comme la surface de mon ongle, simplement au niveau du cortex. Et donc, actuellement, en neurosciences, en tout cas dans les médias, il y a eu un gros emballement au niveau des neurosciences où tout est un peu dit, alors qu'en fait, les neurosciences, c'est une science qui est très jeune et on peut pas encore tout dire. Donc là, au niveau des volumes du cerveau, et des volumes notamment des structures sous-corticales, il faut qu'on prenne encore notre temps. Voilà. Oui, il faut être précautionneux. Voilà, il faut être très précautionneux. On n'en est qu'au début. Qu'aux prémices. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que oui, il y a des liens. L'œuf ou la poule, on ne sait pas encore. On sait que ça joue dans la capacité à être plus résilient. Le cerveau est aussi extrêmement plastique. Il y a plein de choses encore à faire au niveau des thérapies qui peuvent aussi alléger les syndromes de choc post-traumatique. J'ai peu vu d'études sur la taille des hippocampes avec ça, etc. Donc, parce qu'il y a aussi l'effet pervers de parler des neurosciences, c'est qu'au final, ça fait aussi très très peur en se disant, mon Dieu, est-ce que mon cerveau est normal? Est-ce que ma tête... Et voilà. Ça. Et donc, du coup, moi, à chaque fois, quand il y a ça, je réponds toujours, je dis, au final, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est ce que nous, on soit bien dans notre vie de tous les jours. Et au final, il y a des gens qui ont des petits cerveaux et qui marchent très très bien. Et justement, en des neuromythes actuels, ça traîne encore de dire, on a un gros cerveau, donc on est plus intelligent et on est plus performant. Or, pas du tout. Et l'exemple que je prends toujours, c'est Einstein avait un plus petit cerveau que la moyenne. Donc, ça ne veut rien dire. Voilà, donc ça ne veut rien dire. On va pas aller demander, est-ce que vous pouvez me prescrire un IRM, s'il vous plaît, à son neurologue, pour savoir si tout va bien ou pas. Voilà, ça n'en vaut pas la peine. Et actuellement, il y a de plus en plus, il y a eu un gros progrès ces dernières années, notamment avec les techniques de MDR, qui permettent de bien prendre en charge des victimes. Et à la limite, la taille des hippocampes, on s'en fiche un peu, c'est presque plus un problème pour nous scientifiques qu'autre chose en fait. Et c'est plus pour nous, thérapeutes et scientifiques, pour comprendre, de dire, ok, s'il y a des problèmes de mémoire, c'est pas la victime qui est complètement neuneux. C'est juste que c'est une conséquence du trauma et c'est pour les professionnels de santé de prendre ça en compte. Mais c'est certainement, encore une fois, pas à la victime de se sentir encore plus, anormale, alors que pour le coup, ça l'est pas du tout. Déficiente. Voilà, exactement. Donc, voilà. Pas du tout de culpabilité à avoir. Ça, c'est notre tambouille à nous de scientifiques. Ok, très bien. Ça fait pas mal de choses quand même. Ça fait pas mal de choses. Alors, avant de finir, moi j'avais envie de vous poser une dernière question. J'aimerais avoir votre avis de femme ou de professionnelle. Pour les personnes qui nous écoutent, être résiliente malgré un traumatisme sexuel, c'est jouable, puisque j'en suis. Mais que diriez-vous pour encourager les personnes vivant un stress post-traumatique pour qu'elles trouvent ou restent dans le flow? Qu'est-ce qu'elles pourraient faire selon vous? Qu'est-ce qu'elles pourraient commencer à mettre en place? Alors pour moi, la première chose qui pour moi est le cœur de ma pratique quand je travaille avec des personnes victimes de violences, c'est d'enlever la culpabilité.
Pour moi, c'est le truc, voilà, je travaille Number d'abord one. dessus. Number one, il n'y a pas de culpabilité à avoir, ça n'est pas de la faute des victimes, ça n'est jamais de leur faute, surtout quand c'est des victimes qui sont enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui est sorti pendant l'étude. J'ai pu aussi voir avec les comptes rendus des récits. En fait, vous savez, dans la loi, le viol, il est défini de manière très catégorisée avec est-ce qu'il y a eu menace, est-ce qu'il y a eu violence, est-ce qu'il y a eu alcool, etc. Et quand on travaille, donc comme moi j'ai eu 75% de mineurs, il n'y a pas besoin de mettre en place une stratégie quelconque avec un enfant. Et ça, c'est quelque chose qui est pas assez dit et ça fait partie des fers de lance du collectif féministe contre le viol, de mettre ça en avant. C'était ce qui avait été porté d'ailleurs par la loi qui n'est pas passée malheureusement de Marlène Schiappa. Et ça pour moi, c'est quelque chose de vraiment crucial. Enfin voilà, toutes les personnes victimes de violences s'en veulent alors que jamais de leur faute, et si c'est des enfants, c'est encore moins de leur faute. Voilà, donc pour moi, c'est le premier truc à faire, et surtout ensuite, vraiment ne pas hésiter à demander de l'aide. Donc il y a la plateforme de Viol Femmes Information qui est là spécifiquement pour ça. Elles sont géniales, elles font un super travail. On redonnera d'ailleurs toutes les informations sur le site. Voilà, elles sont vraiment exceptionnelles, elles sont très bien formées, très bien au courant. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui sont juristes lors de la permanence, donc s'il y a des questions au niveau de dépôt de plainte, etc., elles peuvent très bien répondre à toutes ces questions, toutes ces interrogations. S'il y a besoin d'aide, de placement ou quoi pour des femmes victimes de viols conjugaux, enfin voilà, elles font vraiment un travail absolument génial. Donc il existe de plus en plus maintenant de structures. Donc voilà, comme on disait tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont mises en place? Il commence à y avoir de plus en plus de choses. Voilà, les travaux de Muriel Salmona sont beaucoup plus diffusés maintenant. Il y a de plus en plus de professionnels qui se forment à l'EMDR, qui se forment à d'autres choses, qui sont formés. Donc ne pas hésiter à s'appuyer sur ces structures, ces organismes. Et puis c'est des personnes, enfin voilà, si on fait la démarche parce que c'est encore actuellement malheureusement, ça ne fait pas encore partie du cursus de base des psychologues ou des thérapeutes, mais ceux qui le font, c'est vraiment une démarche en plus. Voilà, moi, quand j'ai fait ma formation de sexo, j'ai fait en plus la formation avec le CFCV pour être sûre de bien prendre comme il le faut, enfin voilà, avec des personnes qui ont 30 ans de métier, parce que voilà, j'avais vraiment cette envie de travailler avec des personnes victimes de violences. En général, quand des personnes mettent en avant sur leur site, sur leur page, ou qui sont enregistrées à un annuaire quelconque de prise en charge de personnes victimes de violences, c'est qu'elles sont compétentes. Ce qui arrive aussi des fois, c'est que pour raison X, Y, Z, la thérapeute ne convient pas. Eh ben c'est pas grave, il y en a d'autres. Ne pas hésiter à rechercher. Exactement, parce que... Et à ne pas stopper le processus. Parce que c'est vrai qu'il existe aussi des thérapeutes qui sont encore un peu de la vieille garde, qui vont dire, je sais pas, par exemple, quelque chose qui est très... que moi, personnellement, je trouve très difficile pour les victimes, qui est de demander pardon. Voilà, moi j'ai un petit peu de mal avec ça. S'il y a même d'autres choses, il peut y avoir aussi même des personnes qui sont très compétentes, mais après, je parle presque d'alchimie entre patients et thérapeutes. Si ça passe pas, c'est pas grave, il y en a d'autres. Et ne pas hésiter à s'écouter soi et se dire non, je le sens pas, on peut aller voir ailleurs. Les choses plus importantes. Surtout, pour conclure, finalement, ce serait d'encourager les personnes victimes, déjà, si ça a démarré dans l'enfance, à ne pas se sentir bourreaux et à savoir qu'elles ont une écoute qui est proposée. Il y a plein de lieux, d'endroits et de professionnels et qu'elles le méritent et que surtout ne pas rester coincées dans cet état dans lequel on peut, la plupart du temps, en tout cas moi je l'ai été, je l'ai connu, se sentir bourreau à la place du bourreau. Et ça fait partie justement des stratégies de l'agresseur. Les agresseurs mettent toujours en place... Compte là-dessus au niveau de leurs victimes. Mais ils mettent ça en place bien sûr, quasiment chaque fois. Toujours. En fait, toujours. Donc, ça n'est jamais la faute de la victime et c'est... on ne répétera jamais assez. Jamais assez. Voilà. Merci Aurore. Eh bien, merci à vous.